Comme le disait Warren Buffett, la règle numéro 1 pour un investisseur, c'est de ne jamais perdre d'argent. Et la règle numéro 2, c'est de ne jamais oublier la règle numéro 1. Parce que sur cette chaîne YouTube, vous le savez, si vous me suivez depuis un petit moment et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Notre ligne éditoriale, c'est vraiment de vous apprendre à faire fructifier votre argent, les bons outils, les bonnes méthodes pour faire grossir votre patrimoine. Mais ici, dans cette vidéo, j'aimerais vous expliquer comment faire pour perdre de l'argent. Parce que vous l'avez déjà entendu le dire sur cette chaîne, la meilleure façon de progresser dans la vie, c'est non seulement d'apprendre de ses propres erreurs, mais avant tout et surtout, selon moi, d'apprendre des erreurs des autres. Et bien, dans cette vidéo, en toute transparence, je vais vous expliquer 7 situations qui ont été très désagréables pour moi, que j'ai vécues mais qui m'ont fait retenir une loi essentielle dans le monde des affaires, du business, de l'entrepreneuriat en général. En tout cas, des mauvaises décisions qui ont très largement dégradé mon résultat, voire même, dans certains cas, m'ont fait perdre de l'argent. Pas de blabla, je vais être 100% transparent et cru avec vous et vous allez voir, parfois c'est un peu chaud, mais c'est l'objectif, c'est parti. Erreur numéro 1, pensez que la plupart des gens autour de vous sont honnêtes. Alors ça va peut-être en choquer certains, mais je vais vous raconter une petite histoire qui va peut-être vous faire remettre les choses en perspective. Quand on vient d'une éducation comme la mienne, où on a manqué de rien, on a toujours vécu dans un bon environnement, on pense en fait que tout le monde est gentil, que tout le monde il est sympa, que tout le monde il est honnête et que tout le monde veut aller dans le même sens. Et la vérité, c'est que c'est pas toujours le cas. Il y a quelques temps maintenant, je décide de racheter un immeuble constitué d'un rez-de-chaussée qui était plutôt à destination commercial, un premier étage professionnel, un deuxième étage professionnel dans un petit village pas loin de chez moi. Le gros intérêt que j'y voyais, c'était qu'au premier et au deuxième étage, il y avait possibilité de transformer ces locaux professionnels en habitation et on était dans un secteur où il y avait beaucoup de gens qui voulaient acheter, qui n'y arrivaient pas. Vous m'avez compris, la possibilité d'augmenter le prix par mètre carré de cet immeuble en faisant un changement de destination vers l'habitation, ce qui est plutôt en général d'ailleurs accepté par les municipalités. Bref, je deviens propriétaire et je découvre, bien évidemment, c'est toujours comme ça, que le locataire qui est en place en fait a plein de problèmes. Son système de chauffage est vétuste, la vitrine qu'elle a au rez-de-chaussée est très abîmée, ça lui coûte très cher. Bref, évidemment le lendemain de la signature, elle m'appelle, elle me dit qu'il y a plein de problèmes, qu'il faut faire quelque chose. Je décide de passer et parce que je vois que c'est quelqu'un qui est motivé, quelqu'un qui est en plus un petit peu dans le besoin et qui m'explique qu'elle est de bonne foi, effectivement elle a toujours bien payé son loyer jusqu'à maintenant, j'ai les quittances qui en font preuve, et bien je décide assez facilement de lui changer son système de chauffage, de faire un petit rabais sur le loyer, de ne pas lui faire payer une régule de charge. Et même quelques mois plus tard, elle m'explique qu'elle décide de fermer sa société, que c'est compliqué pour elle et que les 6 mois de préavis qu'elle a normalement, elle aimerait bien les raccourcir à 1 mois, voire pas du tout. Alors moi, vous savez, j'ai grandi en pensant que tous les gens sont honnêtes et quand ils vous regardent dans les yeux en vous disant « je vais fermer ma société, je vais faire autre chose, est-ce que vous pouvez faire un geste pour moi parce que j'arrive plus à payer ?» Bah naturellement, moi, inconsciemment, j'ai envie de le faire parce que j'ai envie d'aider les gens. Et en fait, ça, il faut jamais le faire. Résultat des courses, cette personne, elle a déménagé dans un autre local à quelques rues de celui que j'avais. Elle m'a jamais payé les mois d'année en retard qu'elle avait et il faut aujourd'hui que je la mette au tribunal pour obtenir mon dû, ce qui va être fait incessamment sous peu. Moralité de l'histoire dans le monde des affaires et de manière générale d'ailleurs quand on parle d'argent, dites-vous que les comportements changent, l'attitude des gens va changer et même quelqu'un qui était 100% sympa, 100% honnête avec vous jusqu'à maintenant, à partir du moment où il a la possibilité de tirer la couverture vers lui et donc de vous découvrir de l'autre côté, on pourrait croire que par honnêteté on le ferait pas et peut-être que vous ne le feriez pas. Mais gardez à l'esprit, et surtout quand on parle d'argent, que 90% des gens le feront, raison pour laquelle l'affect, l'émotion et cette valeur honnêteté que vous pourriez avoir dans le monde des affaires, de l'immobilier notamment, qui est un monde des affaires local assez particulier, il faut le dire, eh bien votre stratégie ne doit pas reposer là-dessus et c'est une des erreurs que j'ai faites il y a au final pas si longtemps. Erreur numéro 2, pensez qu'en passant par un pro de l'immobilier, c'est forcément carré et bien fait. Souvent, vous savez, dans l'immobilier, on peut passer par des agents immobiliers, quand on vend un bien, on passe par des notaires, on passe par des diagnostiqueurs, par des architectes. Et on a tendance à penser que ces personnes-là, parce qu'elles ont fait des études, qu'elles ont un diplôme, qu'elles ont une responsabilité, elles font bien leur travail. Dans une grande partie des situations, ce sera le cas, mais en fait, pas toujours. Et en tout cas, retenez une chose, ce n'est pas parce que vous passez par un pro que c'est carré et sérieux. Anecdote, il y a quelques années maintenant, je me penche sur un ensemble de 2 immeubles. Un agent immobilier m'appelle, il me dit « Écoute Tim, là j'ai 2 immeubles à vendre. Dans un immeuble, il y a 9
9 apparts dans l'autre immeuble, il y en a 4, c'est une super opportunité, super quartier à tel endroit. Et par chez moi, 2 immeubles qui sortent d'un coup, probablement le même propriétaire, ça tombe pas tous les jours, donc il faut forcément aller le voir. Je vais visiter, tout se passe bien, on me donne les quittances de loyer, je visite la plupart des appartements. Et au pied de ces immeubles, il y avait notamment un local commercial qui était réputé pour avoir une clientèle un peu particulière, on va dire, et une activité qui peut être source assez souvent de difficultés de paiement des loyers. Naturellement, je pose la question à la fois au propriétaire et à l'agent immobilier, tout se passe bien au niveau des loyers, c'est toujours payé en temps et en heure, tout ça. Et on me répond, oui, monsieur Moirou, c'est toujours bien payé, voici les quittances, tout ça, tout ça. Je passe par un agent immobilier pour cette conversation, ne l'oubliez pas, c'est important pour la fin de l'histoire. Bref, le temps passe, je fais une offre, on se met d'accord sur le prix, les semaines se poursuivent, jusqu'au jour où, 3 jours avant la signature du compromis pour ces 2 immeubles, je reçois un coup de fil d'un notaire en plus que je ne connaissais pas, qui m'appelle en me disant, voilà monsieur Moirou, je vous appelle parce que, comme vous le savez, on va signer le compromis dans 3 jours, et je voudrais savoir ce qu'on fait pour ce local commercial. Et je lui réponds, mais comment ça, ce qu'on fait pour ce local commercial? Normal, parce que quel est le problème? Le propriétaire vous a pas dit? Non, le propriétaire m'a pas dit. Ça fait plus d'1 an maintenant qu'il paye plus de loyer, il y a une procédure au tribunal, etc. Et là, je me suis dit, attends, je passe par un agent immobilier qui engage sa responsabilité sur les informations qu'il me transmet et je découvre à 2 jours du compromis qu'en réalité, 1/3 du loyer total du plus petit immeuble sur les 2 est en fait pas payé depuis 1 an et que même il y a une procédure en cours au tribunal. Alors évidemment, on a réussi à trouver une solution qui a été très simple, c'est que je n'ai pas acheté ce petit immeuble et j'ai acheté uniquement l'autre. Mais tout ça pour vous dire que voilà, on pourrait avoir tendance à faire confiance parce que la personne, elle a les diplômes et puis en plus elle aurait gros à perdre si j'avais décidé de faire une procédure à son encontre. Mais en fait, retenez bien que non seulement dans cette situation, l'agent immobilier, je suis sûr qu'il savait même pas que les loyers étaient impayés ou peut-être qu'il n'a pas posé la question. Mais encore une fois, c'est pas parce que vous passez par un pro de l'immobilier que c'est forcément plus carré et plus sérieux. Erreur numéro 3, ne pas écouter son instinct. Vous verrez, ça c'est quelque chose qui fonctionne dans la vie, je pense. Nous, on s'en sert beaucoup aussi dans la sphère médicale, vous savez, pour penser à certains diagnostics, etc. Et en fait, dans l'immobilier, c'est un peu pareil. Parfois, à force d'en voir des immeubles, des appartements, des bâtiments, etc., il va y avoir une petite voix qui va se mettre en place dans votre tête et ça, c'est un peu ce qu'on appelle l'instinct, le feeling, on pourrait appeler. Et assez souvent, à partir du moment où ce feeling sera aiguisé, eh bien, il va vous envoyer des signaux. Il va presque même vous parler, je sais pas trop comment on pourrait décrire ça. Une sorte de volonté inconsciente, en fait, qui va vous dire, attention, là, je le sens pas, ce mec-là, je le sens pas, cette affaire, je la sens pas. Et pour vous donner encore une fois un exemple concret, il y a quelques temps en arrière, plusieurs années maintenant, je visite un immeuble qui sur le papier était l'opération parfaite. Vous savez ce qu'on appelle vraiment dans le jargon le coup de fusil, le truc, je rentre, je mets 100 000 € sur la table, j'achète le bâtiment à un demi-million d'euros et je peux quasiment le revendre le double d'ici quelques mois avec quelques travaux. Enfin bref, 40% de marge sur une opération d'achat-revente, le truc magnifique, parfait, comme dans les bouquins. Et à ce moment-là, au moment où je visite le bâtiment, il y a 2-3 moments pendant la visite, notamment où je passe devant une fissure, en discutant avec les propriétaires actuels, etc. J'ai cette petite voix dans ma tête qui me dit attention, c'est peut-être trop beau pour être vrai, vérifie tes arrières. Et à ce moment-là, en fait, je suis tellement excité par le projet et aussi par ego du fait d'arriver à faire cette plus-value, c'est un peu le plaisir du chiffre, hein, c'est toujours pareil, que je décide de pas écouter cette petite voix et d'y aller quand même. Et ben, figurez-vous que cette opération, je l'ai débouclée il y a pas si longtemps, elle m'a rapporté à peine 20 000 € au total pour 125 000 € de mise sur la table en termes de risque. Et avec celle-ci, j'ai eu tous les problèmes de la terre. J'ai eu un arbre qui s'est effondré sur la maison. J'ai eu les propriétaires qui ne voulaient pas négocier le séquestre, nous ont demandé 10% de séquestre. J'ai eu une fissure transversale dans la façade qui était cachée en dessous du crépi et qui en fait était constitutive pour le bâtiment, avec nécessité d'une étude structure, mettre en place des micro-pieux, faire une dalle isolée, des compromis qui ont cassé parce que les gens n'avaient pas le crédit. Enfin bref, j'ai eu toutes les merdes possibles et imaginables dans une opération immobilière sur celle-ci. Et au final, en faisant un peu une analyse, en allant chercher le feedback de ce qui s'est passé, je me rends compte que c'est une des rares fois où ma petite voix m'avait dit de pas y aller et où j'y suis allé quand même. Moralité de cette histoire, la petite voix dans votre tête, elle a quand même souvent raison. Et gardez toujours à l'esprit que des opérations, il y en aura demain, il y en aura après-demain, il y en aura dans une semaine, il y en aura toujours, il y aura toujours moyen de gagner sa vie grâce à l'immobilier. Et si c'est pas pour aujourd'hui, et bien tout simplement, c'est pas grave. Erreur numéro 4, faire confiance les yeux fermés sans vérifier. Alors ça, c'est vraiment, je pense, une des plus grosses erreurs qui peut arriver à tout investisseur débutant. C'est, encore une fois, ça rejoint un peu ma première erreur, hein, qui est de penser que tous les gens sont honnêtes, mais vous allez voir de manière un petit peu différente cette fois-ci. Dans le cadre d'une opération d'achat-revente partielle, je décide donc de revendre une partie des lots, d'en garder une autre partie en faisant une levée d'hypothèque partielle. C'est un style d'opération qui permet d'enchaîner les opérations, assez lucratif. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires si vous souhaitez que je fasse une vidéo dessus. Bref, tout ça pour dire que
moi j'achète un immeuble, j'en garde un bout, j'en revends des autres bouts. Les personnes à qui je décide de le revendre sont des proches de mon associé en question, avec même un lien de parenté entre eux. Un lien de confiance établi entre nous et plusieurs semaines avant la signature du compromis, afin qu'ils puissent réaliser les devis travaux, etc., ils me demandent de leur prêter un jeu de clés, afin qu'ils puissent aller facilement sur place. Moi, entre les gardes à l'hôpital, les vidéos sur YouTube, les formations, etc., je suis souvent pris, raison pour lesquelles c'est plus pratique et je décide de leur donner un jeu et de les laisser faire. Et puis un jour, je croise un ami qui habite au plein centre-ville de la ville où se situait cet immeuble et qui savait que je l'avais acheté précédemment avec un associé et qui me dit, bah tiens, Tim, j'ai vu que les travaux avaient commencé dans ton immeuble, c'est chouette, ça va être cool et tout. Et je lui dis, ben non, c'est pas possible, les travaux ont pas commencé encore. Je dis, ah bon, t'es sûr? Pourtant, je suis passé l'autre soir et il y avait de la lumière à l'intérieur, puis des mecs qui descendaient des sacs de gravats. Alors sur le coup, je sais pas trop quoi lui dire, je lui dis, non, écoute, t'as dû te tromper d'immeuble, c'est pas possible. Il me dit, ah bah excuse-moi, je croyais que c'était celui-ci, mais ça doit être celui d'à côté. Puis bref, la conversation s'arrête là. Et quelques jours plus tard, je passe moi devant le soir, effectivement, je vois un camion Ben garé dans la cour de l'immeuble, un camion Ben que je connais pas, et à travers la fenêtre, en passant dans la rue, effectivement, je vois qu'il y a des lampes qui sont pendues au plafond, des lampes que j'ai pas mis dans un lot auquel personne n'a accès normalement. Au bout d'un moment, ça commence à faire beaucoup pour un seul homme, je décide d'aller sur place et à ma grande stupeur, je me rends compte que les gens à qui j'ai prêté les clés, avant même de signer le compromis, ont en fait commencé leurs travaux. Ils ont enlevé le papier peint, ils ont abattu une cloison, ils ont arraché des boiseries et en fait tout simplement ces fameuses personnes avec qui j'avais un lien de confiance qui était établi se sont dit bah c'est la fiesta, moi je veux pas perdre de temps sur mes travaux donc je commence avant même d'avoir acheté. Et résultat des courses évidemment ils n'ont jamais acheté, alors ils ont dégradé le plateau pour rien du tout et moi je me suis retrouvé comme un con avec un plateau complètement à nu alors qu'on partait de quelque chose de plutôt pas mal au départ et en tout cas vachement plus propice pour faire visiter et le revendre. Moralité de cette histoire, ce n'est pas parce que vous êtes proche, ce n'est pas parce que vous avez un lien de parenté avec la personne que vous devez faire confiance les yeux fermés. La confiance n'empêche pas le contrôle, c'est très vrai dans l'immobilier et ne l'oubliez jamais. Erreur numéro 5, ne pas tout vérifier. Au tout début de mon parcours dans l'immobilier, une des plus grosses opérations que j'ai effectuées, c'était d'acheter un immeuble de 16 appartements et 4 garages. C'était le plus gros que j'avais acheté de toute ma carrière, c'était il y a ça déjà 3 ou 4 ans, que j'achetais en plus avec des membres de ma famille où c'est moi qui m'occupais de toute l'opération. Enfin bref, j'avais une responsabilité sur les épaules. Et au moment où on fait la visite, et ben en fait, l'agent immobilier en question, qui était le même propriétaire de cet immeuble, m'explique que bah voilà, on va pouvoir visiter 3 ou 4 appartements dans l'immeuble, mais que les autres, il n'a pas réussi à contacter les locataires, mais que grosso modo, ils sont tous à peu près dans le même état, sauf 2 qui ont été intégralement rénovés dernièrement, qui me fait visiter d'ailleurs à cette époque-là. Il me fait visiter les 2 autres qui étaient un peu plus vétustes, mais qui étaient propres, je veux dire, avec des travaux à prévoir, mais pas tout de suite, d'ici quelques années, m'expliquant que la totalité de l'immeuble était à peu près pareille. Il m'explique également que la chaudière a été changée il n'y a pas très longtemps, qu'elle se situe à la cave, et il me propose, je m'en rappelle comme si c'était hier, est-ce que vous voulez aller voir la chaudière? Et je lui réponds, non, parce que vous me dites qu'elle a été toute neuve, qu'elle tourne bien et tout, ça sert à rien qu'on aille dans la cave, c'est rien d'autre à voir. Erreur les amis, grossière erreur que j'ai effectuée ce jour-là, puisque en devenant propriétaire un petit peu plus tard, non seulement je me suis rendu compte que tous les appartements que je n'avais pas visités, ils étaient bien plus dégradés que ce que j'avais imaginé, mais que en plus la chaudière qui est soi-disant toute neuve, en fait elle avait déjà 15 ans, et 15 ans pour moi c'est pas tout neuf pour une chaudière au gaz de ville. Moralité de l'histoire, quand on met 100 000, 200 000, 300 000, 1 million d'euros sur la table, que ce soit votre argent personnel ou du prêt bancaire, c'est la même chose, on vérifie absolument tout. On vérifie les DPE, on vérifie tous les appartements, tous les garages, tous les équipements de l'immeuble, on vérifie absolument tout. C'est évidemment une erreur qui est connexe avec les autres que je vous ai décrits précédemment et heureusement que j'ai anticipé les choses et que j'avais quand même budgétisé une enveloppe travaux, ce qui m'a permis quelque part de les rénover petit à petit. En plus c'était un immeuble avec un très fort cash flow, donc ça m'a pas mis dans la difficulté, mais ça aurait pu me mettre beaucoup plus en difficulté de ça, tout simplement parce que j'ai pas fait le job jusqu'au bout, à savoir de vérifier chacun des lots, les chaudières, l'électricité, absolument tout sur le bien que j'étais en train d'acheter. Erreur numéro 6, ne pas planifier que ce sera toujours plus dur que prévu. En fait, il faut retenir que dans le monde des affaires, dans l'entrepreneuriat, dans le fait de faire des projets, ce sera toujours plus long, plus coûteux et plus difficile que prévu. Il faut partir avec ce postulat de base parce que c'est quasiment toujours le cas. Un exemple, il y a quelques années, je décide de racheter un plateau commercial pour le transformer en appartement. Je passe par une boîte d'artisans que je connaissais en plus bien, qui m'indique que pour faire la transformation
transformation, avec tous les travaux nécessaires, il en a pour 3-4 mois maximum pour faire la totalité du chantier. À cette époque-là, j'avais anticipé que ça pouvait durer un petit peu plus et je décide donc de prendre un différé total à la banque d'une durée de 6 mois. En me disant j'aurai 2 mois de rab et puis après je commence à capitaliser, mon but à moi étant de créer du patrimoine le plus vite possible. Et bien en fait, 6 mois c'était pas assez puisqu'avant que tous les appartements soient entièrement fonctionnels, ça a pris 8 mois au total, soit 2 fois la durée annoncée par l'artisan. Et si j'avais pas un petit peu de trésor de côté, si c'était mon premier investissement, ça m'aurait clairement mis dans la difficulté pendant quelques mois supplémentaires. Alors même si certes on peut trouver des solutions, on peut faire des jeux de trésor, faire une avance en compte courant, rallonger un petit peu le différé avec la banque, c'est des choses qui existent, on peut trouver des solutions. Mais dans les faits, ça stresse tout le monde, ça met tout le monde en difficulté, tout ça parce que je n'avais pas prévu assez de rab sur la durée des travaux et c'est des choses que vous faites une fois, après vous vous en souvenez toute votre vie. Moralité à retenir de cette petite histoire, ça ne se passe jamais comme prévu, c'est toujours plus compliqué que prévu et ça le sera beaucoup moins si vous avez anticipé que ça ne se passera pas comme vous l'avez planifié. Enfin, erreur numéro 7, se faire des ennemis par ego. Il y a de ça un an en arrière, je décide d'acheter un immeuble avec une bonne dizaine d'appartements à l'intérieur, 12 pour être exact, des locaux commerciaux, enfin bref, un très bel immeuble dans lequel il y avait seulement 2 locataires en place, l'ensemble des autres locataires étant déjà partis préalablement, tous les logements vétustes et tout à rénover. À cette époque-là, en visitant l'immeuble, je tombe sur les différents locataires et l'un d'entre eux m'a dit qu'en fait, il loue 2 logements, l'appartement dans lequel il occupe et l'appartement d'en face dans lequel ses enfants viennent de temps en temps et qu'il aurait un bail pour les 2 appartements. Je retrouve pas ça dans le dossier, j'appelle le notaire, il s'agissait d'une succession, je lui pose la question et le notaire m'affirme que ce n'est pas le cas, qu'il a usé l'appartement mais sans avoir le droit d'y aller parce que le propriétaire lui avait dit bah il est libre donc profitez-en pour accueillir vos enfants, pourquoi pas, mais me confirme et me soutient dur comme fer qu'il n'y a aucun document, qu'il les a tout vérifiés et que la personne n'a pas de bail pour les 2 appartements. Et bien en fait, 6 mois plus tard, au moment où on a fait la signature, au moment où moi mes artisans sont arrivés pour commencer le chantier, et bien ce fameux monsieur m'a retrouvé un avenant dans lequel il était bien écrit noir sur blanc qu'il était le locataire des 2 appartements en question. Alors à ce moment-là, j'aurais pu m'énerver, appeler le notaire et grosso modo lui dire qu'il n'avait mal fait son travail. Et c'est vrai, il a mal fait son travail et sa responsabilité civile professionnelle pourrait d'ailleurs être engagée parce que c'était son devoir en tant que gérant de la succession et en tant que signataire de l'acte de vente qu'on a signé ensemble, d'être au courant de ce qui se passait dans l'immeuble et de savoir si un avenant avait été signé ou pas avec cette personne. D'autant plus que c'était ce cabinet notarié qui faisait la gestion immobilière. Bref, je vous passe les détails, mais il aurait eu moyen de le savoir s'il avait cherché un petit peu plus. Alors à ce moment-là, en fait, vous avez 2 options. C'est soit vous appelez la personne pour lui passer un savon et vous êtes assuré que plus jamais il ne vous rappellera pour faire d'autres opérations, soit vous vous dites que de toute façon c'est passé, que maintenant vous êtes devant le fait accompli et qu'il faut trouver une solution et c'est ça l'objectif. Bien évidemment, la bonne solution, c'est la deuxième. À quoi est-ce que ça servirait d'aller passer un savon à quelqu'un qui peut potentiellement vous apporter d'autres affaires, qui certes seront toujours bancales probablement, mais que vous vérifierez d'autant plus la prochaine fois. En fait, retenez que dans la vie et dans le monde des affaires notamment, il ne faut jamais, jamais, jamais se faire d'ennemis. Il faut même d'ailleurs se faire le plus d'amis possible. C'est ça qui vous permettra d'avoir le carnet d'adresses le plus fourni. Et surtout, aller se faire un ennemi par ego parce qu'il n'a pas fait son travail correctement et que ça vous est préjudiciable. En fait, ça ne va pas changer la situation. Dans tous les cas, il va falloir indemniser la personne pour qu'elle quitte un des appartements, que je puisse le rénover et qu'on puisse avancer. Me prendre la tête avec l'apporteur d'affaires en question pour oui ou pour non, ça n'y changerait rien du tout. Des situations comme ça, vous en rencontrerez plein et vraiment gardez toujours à l'esprit de ne pas vous laisser avoir par votre ego. C'est pas parce que vous êtes Monsieur Moirou ou que vous êtes Madame X ou Monsieur Y qu'on doit faire plus attention pour vous que pour Pierre-Paul Jacques. Dans les faits, ce sera pas le cas. Et essayez toujours de ne pas aller au conflit, mais de rester dans la discussion en rectifiant vous-même et en vérifiant vous-même vos différentes opérations jusqu'au bout. Donc vous l'avez compris, dans l'immobilier, il y a des aléas, surtout plus on en fait, plus on en rencontre. Ce sont des choses qui peuvent s'anticiper dans la très grande majorité des cas. Et c'est la raison pour laquelle c'est important de se former et de savoir que ça existe, de savoir que c'est possible. C'est tout l'objet de cette chaîne YouTube et notamment de cette vidéo, comme vous l'avez vu, en toute transparence sur les erreurs que j'ai déjà faites pour vous. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si le format vous intéresse. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Ça fera savoir à YouTube que c'est une vidéo de qualité. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. C'était Tim. Ciao!